À toutes et à tous. Je vous remercie de prendre du temps sur vos agendas que je pense chargés pour pouvoir participer à cette journée et puis échanger avec nous sur la filière auto, qui est une filière qui est quand même très challengée, comme l'a dit notre collègue tout à l'heure. Moi, je viens pour pouvoir parler des évolutions des métiers de la filière automobile. Donc, je m'appelle Judith Danière, je suis DRH pour le groupe EFI Automotive. EFI Automotive, c'est un équipementier automobile. Et donc, moi, ça fait 19 ans que je travaille dans les ressources humaines. J'ai travaillé chez Renault, j'étais en Île-de-France, je travaille chez EFI aujourd'hui, encore dans l'automobile, et là, je suis basée en région lyonnaise. Et puis, entre-temps, je suis passée par d'autres secteurs, le luxe avec Cartier, je gère le Coultre, Danone et le groupe SEB. Voilà. Et donc, EFI Automotive, comme je vous le disais, c'est un équipementier automobile qui est basé, en tout cas le siège social est à Bénaud, c'est dans l'Ain. Par contre, on a des sites dans différents pays, c'est-à-dire qu'on a des sites en Chine, en Turquie et aussi aux États-Unis. Voilà, on a des centres de production. On a aussi un centre de rechange qui est situé à Joinville. Et on a deux structures qui nous aident aussi à aller un peu plus en avant sur toutes les innovations de la partie automobile avec Accendus, qui est un accélérateur industriel. Il aide les startups qui veulent industrialiser un certain nombre de produits en leur faisant bénéficier de notre expérience dans l'industrialisation des produits. Et puis, on a la startup Akeo Plus, que l'on a racheté il y a à peine 2 ans, qui est dans la robotique, voilà, pour le secteur industriel. Donc, c'est plus de 1700 employés à travers le monde, avec une belle population d'ingénieurs. Voilà ce que je peux dire. C'est une entreprise familiale, une entreprise française. On en est à la 4e génération. Donc, c'est Béatrice Schmitt, aujourd'hui, qui est la présidente du groupe et qui le préside à la suite successive de son père, son grand-père. Voilà. Alors, nous, ce que l'on fait, ce sont des capteurs. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment une filière qui est challengée. C'est-à-dire qu'on faisait des capteurs qui étaient pour plus de 80% de notre portefeuille de produits sur des véhicules qui sont thermiques. Et donc, vous comprenez bien qu'avec la nouvelle législation, tout notre portefeuille de produits est remis en question. Donc, c'est une grande transformation pour nous. Et ce qu'on va voir, c'est concrètement tous les enjeux qui ont été listés tout à l'heure, comment ils impactent notre entreprise et comment, avec les moyens que l'on a, on essaye de gérer ces impacts et puis de les traiter. Donc, on a différentes solutions. On essaye de faire bouger notre portefeuille produit en se disant on n'est plus seulement un fournisseur de capteurs, mais on est un fournisseur de systèmes. Et c'est là où on va retrouver les propos de notre collègue tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va embarquer de la cybersécurité, de la safety. On fait tout un ensemble en fait pour le véhicule qui embarque tous les nouveaux métiers dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est là où on voit la concrétisation et l'impact de cette partie mobilité qui est différente aujourd'hui en France et qui fait qu'on est obligé de se réinventer, de se transformer complètement. Mais se transformer complètement, quand on parle de compétences, c'est aussi qu'on avait des ingénieurs qui étaient plutôt mécaniques et qu'aujourd'hui, on va chercher des ingénieurs qui sont dans d'autres domaines. La question qui se pose forcément pour nous, c'est que font les ingénieurs qui étaient plutôt dans la mécanique et comment on arrive à avoir toutes les compétences qui nous sont nécessaires pour pouvoir prendre ce train qui va à grande vitesse, puisque 2030, dans un secteur automobile, c'est demain. Alors, le contexte auto, je ne vais pas m'y attarder trop, puisque notre collègue en a suffisamment parlé. Par contre, c'est vrai que nous, on a ressenti tous les impacts. Les véhicules immatriculés qui sont en recul. Donc, forcément, si les constructeurs sont en recul, nous sommes en recul aussi. Une reprise qui se fait, mais vraiment très lentement, avec plusieurs à-coups. Notre filière est vraiment challengée parce qu'avant, on avait des carnets de commandes qui étaient sur plus de 3 mois à l'avance. Aujourd'hui, les constructeurs, avec la guerre en Ukraine, suite au Covid, on passe sur des rythmes qui sont vraiment complètement différents. On rejoint ce qu'on peut voir dans le domaine de l'agroalimentaire, c'est-à-dire qu'on doit s'adapter tous les jours. On n'est plus sur une vision à 3 mois, on est sur une vision qui se fait à la semaine, et même à la semaine, des fois, on reçoit des informations qui nous disent on a tant de milliers de pièces en moins, et c'est comment on gère nos personnels en interne et comment on fait pour pouvoir faire en sorte de continuer à avoir la rentabilité de l'entreprise en devant s'ajuster au quotidien, sachant que ce n'est pas l'habitude dans le secteur de la filière automobile de travailler dans ces conditions-là.
des tensions monétaires qui sont pour tout le monde. Et nous, dans notre place de constructeur automobile, d'équipementier automobile, on est obligé de batailler entre guillemets avec avec les constructeurs. C'est vrai que la relation aussi équipementier-constructeur a complètement changé. Dans un monde où l'économie est vraiment tendue, les relations aussi se sont tendues parce que là où on faisait un certain nombre de cadeaux, on peut plus se permettre d'en faire aujourd'hui. Les impacts taux de change, etc., nous impactent beaucoup, notamment, on l'a vu beaucoup l'année dernière sur notre site en Turquie. La guerre en Ukraine, qui a généré de grosses montées de frais fixes pour nous, notamment sur la partie liée à l'électricité. Et puis, je vous le disais, la croissance des véhicules électriques, et c'est là qu'on va se transformer, et c'est vers là que l'on va, en devenant un fournisseur de systèmes, plus seulement un fournisseur de capteurs, un système qui va dans les véhicules qui sont plutôt électriques, on se veut plus seulement vers l'automobile, mais plus vers la mobilité au sens large. Et c'est ce que disait notre collègue tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, les habitudes vont changer. Et donc, tous ceux qui sont dans la filière auto, ils ne pensent plus que automobile, mais aussi mobilité un petit peu plus large avec tout ce qui va autour de ça. Les effectifs, on a parlé aussi également. Donc, on a vu qu'ils étaient en recul dans la filière automobile. Et là aussi, le challenge de l'évolution des métiers pour un équipementier automobile, c'est comment, avec des effectifs qui sont en recul, dans une économie qui est très tendue, on réussit à garder notre site français, qui est le site où on a le plus de personnel et on produit le plus. Comment on réussit à être efficient en termes de production quand clairement on est challengé par d'autres pays, des pays où on est aussi, mais on a choisi volontairement en tant qu'entreprise française de ne pas mettre la majorité de nos effectifs. C'est une bataille au quotidien pour maintenir les emplois en France. Et c'est vrai que toutes les initiatives politiques qui énergisent un peu la filière en France, elles nous aident à maintenir aussi les emplois en France, parce qu'autrement, ce serait très compliqué. Donc, si je vais dans le vif du sujet et que je parle de la mutation des compétences, donc là, ce que je voulais partager avec vous et ce que l'on vit au quotidien, notamment chez FI Automotive, c'est que on a la partie compétition technologique avec l'électromobilité qui est vraiment forte. Avec l'autonomie des véhicules, on en a parlé aussi. Et donc, l'électronique et le numérique deviennent maintenant vraiment très importants dans nos métiers. On a recruté l'année dernière dans un contexte où je vous dis, en termes économiques, c'est très tendu. En fait, on est dans une sorte de dualité où en fait, on voit que les chiffres aujourd'hui sont pas bons puisque les véhicules immatriculés sont en recul. En même temps, à 2030, on doit être au rendez-vous pour pouvoir se dire on est capable de faire des produits qui vont dans des véhicules électriques. Donc, ça veut dire qu'en même temps qu'on a un chiffre d'affaires qui est en recul, on doit fortement investir pour pouvoir se dire en 2030, on fait toujours partie des acteurs du marché. Et si le virage, on ne le prend pas maintenant, ça veut dire que concrètement, on sort du jeu. Donc aujourd'hui, on est obligé d'embaucher massivement, même si le chiffre d'affaires n'est pas celui que l'on voudrait, pour pouvoir se dire on a les compétences qu'il nous faut pour pouvoir construire l'avenir de l'entreprise. Et donc, l'année dernière, on a embauché plus d'une centaine de personnes et dont la majorité sont des ingénieurs cybersécurité. On n'en avait pas dans l'entreprise, on l'a installé. Safety, on n'en avait pas dans l'entreprise, on l'a installé aussi. Je ne sais pas si ce sont des métiers qui vous parlent, mais qui sont tous liés au fait que quand on parle de systèmes qui vont dans les voitures, qui embarquent de l'électronique, qui embarquent de la data, on doit s'assurer que les informations que l'on va générer dans le véhicule par nos produits sont sûres, qu'on ne va pas se les faire hacker et qu'elles ne vont pas envoyer le véhicule dans le mur. Donc concrètement, quand on était dans des produits où on était plus on va le dire simplement, mais à assembler des composants et qu'aujourd'hui, on crée des systèmes qui ont une certaine intelligence, c'est pas du tout la même manière de le travailler dans l'entreprise. Là, c'est pas du tout la même philosophie aussi pour les personnes qui sont dans l'entreprise. On ne parle plus juste d'éléments, entre guillemets, à emboîter, mais c'est aussi des éléments qui vont générer de la donnée dans le véhicule. Et ça a de l'impact sur l'ensemble des collaborateurs, sur les ingénieurs que l'on intègre aujourd'hui, mais aussi en production. Dans les laboratoires, les essais vont être complètement différents de ceux qu'ils faisaient avant. Ils se
contentent plus de vérifier que les choses qui sont emboîtées vont bien ensemble et que ça va pas bouger. Ils doivent aussi vérifier qu'il y a toute cette partie de données qui va fonctionner. Ça, c'est des compétences qu'ils n'avaient pas, donc c'est des compétences qu'on doit leur apporter. En production, c'est pareil. Ce sont des produits où clairement les lignes de production, elles vont pas être beaucoup plus compliquées que celles que l'on a aujourd'hui. C'est pas la complexité de la ligne de production, c'est plus réussir à faire comprendre aux collaborateurs l'importance de ce qu'ils ont dans la main, dans le sens où je dis pas que le produit d'avant n'était pas important, mais là on embarque de la sécurité du véhicule, donc on peut pas se permettre l'erreur, et la qualité et le niveau d'exigence sur la qualité, il était déjà important, et là, il est juste essentiel. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut accompagner les collaborateurs de production à prendre conscience de l'importance de leur contrôle et de leur main-d'œuvre sur les produits que l'on met en circulation après auprès de nos constructeurs. Euh, voilà sur cette partie-là électronique. Donc, c'est ce que je disais, on a beaucoup de tout ce qui est logiciel, intelligence artificielle, sécurité informatique, électronique de puissance. On développe toute une gamme complète là-dessus. Donc, on se retrouve vraiment dans le discours. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est rassurant puisque pour une entreprise, et notamment une entreprise PME de la taille des filles, même si c'est une grosse PME, elle a besoin du support des écoles et des services publics pour pouvoir faire en sorte qu'on arrive à soutenir la filière et à la faire avancer. Sans ces efforts-là, ce serait vraiment compliqué. On a besoin des bonnes personnes. Et on est dans ce que je vous disais, cette dualité. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas attendre d'avoir formé tout le monde. Concrètement, quand on a fait l'étude de tous les métiers dont on a besoin et les principaux que je viens de vous citer sur tout ce qui est cybersécurité, etc., ce n'est pas des choses qu'on apprend en 3 mois. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps à apprendre. Donc, ça veut dire que, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on recrute, parce qu'on ne peut pas se permettre d'attendre, de dire on va reformer tous ceux qui sont chez nous. Pour autant, il faut les embarquer aussi, parce que ils font partie de la filière, ils travaillent chez nous aujourd'hui et on doit leur donner un avenir. C'est travailler ces deux niveaux-là, et c'est à la fois avec l'aide des écoles et des services publics qui ont réussi à prendre ce virage. Ensuite, donc, ce que je voulais partager avec vous, c'est sur la partie d'évolution des métiers. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'en ingénierie mécanique, on a une réduction des effectifs puisque c'est plus là où se fait le plus gros besoin. Maintenant, le plus gros besoin, il est plutôt sur la partie électronique et notamment tout ce qui est puissance, intelligence artificielle, marketing aussi sur toute la partie data. Voilà, et c'est avec les pouvoirs publics et les écoles qu'on arrive à faire avancer tout ça. Alors, si j'en viens sur les impacts pour FI Automotive, sur la partie évolution des métiers. Donc, ce que je vous disais, on a la safety, la cybersécurité. En IT aussi, on est concerné. C'est-à-dire que l'informatique, elle aussi, est bougée et secouée par ces nouvelles compétences du fait des nouveaux produits que l'on doit développer. Ils doivent aussi garantir un certain nombre de données qui sont sur la sécurité des véhicules, les achats. On n'achète plus la même chose. Donc là aussi, encore une fois, on se pose la question, on dit on est en train de changer complètement et de faire un virage. Il faut accompagner les gens qui sont dans la filière à faire ce virage-là. Et les acheteurs qui achetaient des composants X ou Y doivent changer complètement leur portefeuille de produits et aller sur des domaines sur lesquels ils ne connaissaient pas non plus. Donc là aussi, c'est comment on les accompagne à acheter dans des nouveaux domaines avec des nouveaux acteurs qui ont des règles du jeu qui sont différentes de celles que l'on avait avant. Les services généraux aussi. Pourquoi je parle des services généraux? Tout simplement parce que quand on parle de safety et de cybersécurité, vous avez les constructeurs en fait qui vous donnent un certain nombre de normes que vous devez suivre, comme SPICE, TISAC. Ce sont des normes de sécurité qui garantissent qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour sécuriser notre produit. Et une fois que on a fait ça, en fait, eux, ils nous réclament aussi sur site un certain nombre d'installations qui permettent de vérifier que personne ne peut entrer sur le site de manière impromptue pour pouvoir venir hacker ou faire des choses sur nos produits. Et donc, encore une fois, on se parle d'investissement parce que ce sont des mesures que l'on doit changer sur le site. C'est tout le système de badgeage, c'est tout le système d'entrée, de gestion des entrées et sorties sur les sites de production que l'on doit modifier.
Donc encore une fois, pas mal d'investissements. Et la production, je vous en parlais, ben, là aussi, elle doit changer sa manière de travailler et être vraiment vigilante sur la qualité des produits qu'elle sort, puisqu'ils peuvent avoir des impacts aussi sur des vies humaines et sur les produits, sur les véhicules. Et ces nouvelles personnes qui rentrent dans ce marché du travail ont des attentes qui sont aussi complètement différentes de celles qu'on avait l'habitude d'avoir. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le marché du travail aujourd'hui, il est vraiment challengeant. Donc, quand on se place en tant que RH, c'est clair qu'on est beaucoup secoué ou challengé par les candidats qui ont le choix. Sur ces nouveaux métiers, ces nouvelles compétences, ils sont rares. Donc, ils ont complètement la main et le choix sur les entreprises qu'ils intègrent. C'est une vraie guerre que l'on fait, c'est-à-dire que pour aller les chercher, pour les attirer, pour les retenir aussi, parce qu'une fois qu'ils sont venus, c'est pas forcément fini. Il faut continuer à les séduire parce qu'ils ont tellement d'offres et ils sont appelés tous les jours qu'on doit se battre pour pouvoir se dire comment on reste attractif pour faire en sorte qu'ils restent plus de 6 mois, 1 an dans l'entreprise. Ils ont des salaires, il faut bien le dire, qui sont complètement différents aussi de ceux qu'on pratiquait. Donc, en tant que RH, c'est aussi comment je remanie toute ma grille de salaire pour pas créer des incohérences complètes au sein de mes effectifs. Voilà, si on a des ingénieurs qui étaient plutôt à 70K et qu'on en rentre 10, 15, 20 dans la même équipe qui sont plutôt à 100, 120, forcément ça c'est et il faut pouvoir tenir la position et puis l'expliquer sur cette expertise-là. Sur la qualité de vie au travail aussi. Clairement, on a vu que les collaborateurs qui nous rejoignent sont très exigeants, sans doute parce qu'ils ont le choix aussi des entreprises qu'ils vont rejoindre. Mais en tout cas, sur cette partie qualité de vie au travail, télétravail, beaucoup de demandes à se dire, effectivement, ce sont des compétences qui sont rares, donc elles ne sont pas forcément toujours dans l'un à Beno. Ça veut dire qu'on doit accepter de se dire qu'il y a toute une partie du temps, beaucoup plus que ce qu'on autorisait avant, qui se fait à distance, avec des horaires parfois un peu décalés parce qu'ils ont envie d'avoir des horaires décalés. Concrètement, c'est le rythme de l'entreprise qui s'adapte aussi à cette nouvelle population et nouvelle génération qui nous rejoint. Donc, c'est toute une politique RH à construire pour ne pas créer non plus de complètes inégalités. Ils sont aussi demandeurs dans l'évolution des carrières. Et c'est là où on a travaillé toute la filière expertise parce que toutes les personnes que l'on rentre dans ces filières-là, elles ont besoin d'avoir du sens et de se dire, OK, je rentre sur ce métier-là pour pouvoir faire ça dans votre entreprise aujourd'hui. Maintenant, une fois que j'aurai travaillé sur ce produit-là, je ne veux pas être coincé sur ce produit et dans ce domaine toute ma carrière. Donc, qu'est-ce que vous me proposez pour la suite? Et c'est là où on doit être inventif et devancer aussi un petit peu le marché pour pouvoir se dire comment vont évoluer ces compétences-là demain, quels seront les besoins du marché pour savoir qu'est-ce qu'on peut promettre raisonnablement à ces collaborateurs qui nous rejoignent. Sur la partie de l'attractivité, on travaille beaucoup avec les écoles, sur les réseaux sociaux. Là aussi, en termes de RH, pour les attirer, c'est pas du tout de la même manière que l'on pratique. Les annonces à l'ancienne ne fonctionnent pas forcément. C'est plus des populations qui vont aller regarder sur la partie technique. Donc, il faut avoir un certain nombre de contenus vidéo avec du personnel de l'entreprise qui explique nos compétences techniques et qui donne envie en fait à ces ingénieurs, pour la plupart, de venir travailler en se disant je vais rejoindre un centre d'expertise où je vais avoir des collègues autour de moi à qui je vais apporter, mais qui vont pouvoir m'apporter aussi. Donc on communique en termes d'attractivité pour aller le chercher de manière complètement différente. On s'appuie vraiment sur nos experts et tous les nouveaux qu'on a rentrés et qu'on a valorisés dans la filière expertise pour pouvoir se dire dites-leur que c'est bien de venir chez nous. Et sur la rétention, là encore une fois, c'est un enjeu, c'est-à-dire que ce qu'on a observé, parce que ça fait bientôt ça fait 2 ans que moi j'ai rejoint l'entreprise EFI et je le constate. En fait, le point difficile, il est à 1 an et demi après leur arrivée. Une fois qu'ils ont passé finalement cette partie de découverte de l'entreprise où finalement, ils découvrent les problématiques, ils découvrent la culture, ils découvrent tout ce qu'il y a. Ils vérifient aussi que ce qu'on leur a vendu, c'est bien ce qu'ils retrouvent. Et c'est à ce moment-là où ils se remettent à réfléchir, à se dire est-ce que j'ai envie de continuer? Donc, c'est aussi là où on doit être attentif et à se dire si on sait qu'on on en a perdu quelques-uns à cette période-là, c'est quelle politique RH je mets en place pour me dire au bout d'1 an et demi, je ne perds pas tous ceux que j'ai recrutés, sachant que
Au départ, hein, comme on n'est pas des experts dans ces métiers-là, on s'appuie beaucoup sur des cabinets de recrutement. Et quand on voit le coût pour les recruter et se dire qu'un an et demi après, ils partent, ça fait un vrai coût pour l'entreprise. Donc, on met beaucoup l'accent là-dessus aussi pour pouvoir les accompagner. Ce que j'ai envie de dire, en tout cas au global, c'est que vraiment, ça challenge l'entreprise, mais ça challenge aussi l'entreprise sous l'angle social sur quelle politique et quel environnement finalement elle propose à ses collaborateurs. Et je trouve que même si ça nous challenge, nous, en tant que ressources humaines, ça apporte à l'entreprise. Donc, c'est bénéfique au global. Et ce que je disais, c'est le rapport employé-employeur qui a complètement changé, où il nous challenge beaucoup sur le recrutement, sur la partie formation aussi. Il y a pas mal d'attentes parce qu'ils savent que l'expertise qu'ils ont aujourd'hui, c'est une expertise qui va très vite et qui bouge. Donc, ça veut dire que nous, on doit être à la page avec les écoles, avec les organismes qui sont spécialisés pour pouvoir leur apporter du contenu et des connaissances régulièrement. Si on n'est pas en mesure de pouvoir leur permettre de grandir en étant chez nous, encore une fois, on renforce leur envie de se dire, peut-être au bout d'un an et demi, je vais aller ailleurs dans une plus grosse entreprise qui pourra m'apporter beaucoup plus de compétences et qui me permettra de maintenir mon employabilité. La marque employeur est vraiment importante. Et par contre, ce qu'on voit, c'est que finalement, les ingénieurs que l'on va chercher, notamment quand on parle de safety, de cybersécurité, ce ne sont pas forcément des ingénieurs qui ont travaillé que dans la filière auto. On va basculer sur des métiers qui sont aussi proches de l'IT. Donc, on va aller chercher des métiers qu'on n'avait pas l'habitude, mais qui travaillent différemment, mais qui ne connaissent pas forcément l'automobile. Et c'est là où il faut rendre un peu sexy le discours sur l'automobile, parce que de l'extérieur, ceux qui ne travaillent pas dans la filière automobile, ils ont une image qui est quand même assez, en tout cas pour un certain nombre, assez négative, dans le sens où ils disent c'est un secteur où c'est difficile en ce moment, où en termes de, de visibilité et de viabilité, est-ce que vraiment je vais pouvoir me projeter dans cette entreprise, parce qu'on sait qu'économiquement c'est compliqué. Donc quand on travaille sa marque employeur, c'est aussi plein de questions sur l'avenir de la filière automobile que l'on doit pouvoir être en mesure, auquel on doit pouvoir être en mesure de répondre, parce qu'on ne va pas chercher que des gens du milieu automobile, vu la rareté et la spécificité des compétences que l'on va chercher. Voilà. Donc au global, le message, c'est que tout est en train de changer. Les cartes sont complètement en train de se rebattre et que nous, on est en train de courir après le temps, parce que 2030, c'est demain, pour pouvoir essayer de nous adapter et de faire en sorte que ça fonctionne et qu'on reste dans le jeu. Merci beaucoup pour votre intervention. Et une question, vous avez bien parlé de tout ce qui concerne les nouveaux gens qui sont embauchés par l'entreprise, mais qu'est-ce que se passe avec les managers typiquement et les gens qui doivent gérer ces gens-là une fois qu'ils sont dans l'entreprise? Pour être très honnête avec vous, c'est une des problématiques, si ce n'est pas la problématique majeure que j'ai aujourd'hui, parce que historiquement dans l'entreprise, dans la filière, surtout sur la partie R&D, les gens qui sont managers sont des gens qui ont en fait est devenus experts et qu'on a nommé managers pour pouvoir les récompenser. Sauf que, vu ce que je suis en train de vous dire, autant vous dire que si ce n'est pas des bons managers, ça fait partie des éléments sur lesquels les collaborateurs peuvent partir. Donc, c'est ma bataille au quotidien d'essayer de transformer un certain nombre de managers pour leur faire prendre conscience que leur rôle aujourd'hui, il est juste crucial. Je le vois dans les entretiens, parce qu'on fait des entretiens de sortie à chaque départ qu'on peut avoir. Il y a 3 choses qui reviennent à chaque fois: le management, la charge de travail et l'organisation. Donc, c'est vraiment ces 3 points-là qui sont prioritaires et majeurs pour eux. Donc, on a mis en place des formations où on a dit, là, tous les managers vont passer. Très honnêtement, je sais qu'il y a des managers qui vont pouvoir évoluer, il y en a d'autres non. Et c'est aussi une des raisons qui m'a poussé à développer la filière expertise, pour pouvoir dire, il faut que ceux qui ne sont pas les managers et qui ne deviendront pas des super managers puissent bouger, mais en se disant, j'ai quand même
de la profondeur dans ma carrière au sein de l'entreprise. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une filière expertise où, en termes de rémunération et d'évolution, on a l'équivalent sur chacun des plateaux pour se dire, voilà, passer dans la filière expertise, c'est pas une punition. C'est juste qu'à un moment donné, dans l'environnement dans lequel on est, être manager, c'est un métier. Voilà. Oui, bonjour Jean-Luc Dutheil, pôle de compétitivité SIM. J'ai entendu parler là pas mal de calinothérapie pour les ingénieurs. Qu'est-ce qu'il en est pour les personnes de production, en fait, sur les changements et les évolutions de leur métier? Vous avez tout à fait raison et ils nous challengent aussi beaucoup. Alors, ils sont plus en questionnement sur la partie économique parce que c'est la survie de leur emploi et forcément, ils y tiennent. Ils ne sont pas dans une dynamique où ils se disent, comment dire, ils sont moins sur cette question employabilité, je change d'entreprise si ça ne me plaît pas. C'est plus, il faut que l'entreprise, elle tienne et qu'elle aille bien pour que je continue à avoir un emploi. Pour eux, ce que l'on fait, c'est beaucoup de sessions, en fait, d'échanges avec eux. On a des réunions mensuelles avec eux pour pouvoir leur expliquer les changements au sein de l'entreprise, la nécessité que l'entreprise a de bouger. Le point dur que l'on a aujourd'hui au niveau de la production, c'est qu'ils arrivent, en fait, qu'on arrive à faire matcher concrètement, dans la production, on a quand même beaucoup de gens qui ont une grosse ancienneté. En moyenne, c'est 20 ans d'ancienneté. Donc, c'est des gens qui ont connu toute la montée en puissance de l'entreprise et qui, là, voient d'un seul coup une accélération qu'ils ont du mal à comprendre. Donc, on passe beaucoup de temps en ce moment à expliquer pourquoi on est en train de changer, quels sont nos changements et essayer de rendre concret comment ça va les impacter. Parce que finalement, quand vous leur faites des discours sur l'employabilité, sur la transformation, sur l'électronique, tant qu'ils ne voient pas la machine, tant qu'ils ne voient pas ce que ça va concrètement changer pour eux, ils ont du mal à l'entendre et à le comprendre. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait ce qu'on appelle des EFI Coffee, du coup, c'est des échanges où la présidente, donc Béatrice Schmitt, se rend disponible pendant 1 heure auprès de collaborateurs volontaires de production et aussi de R&D. On les mélange. Et encore la semaine dernière, on en a fait. Et en fait, ils se parlent. Donc, on fait en sorte que les gens se parlent. Et dans les 2 dernières sessions que l'on a fait, on a des nouveaux ingénieurs qui sont arrivés, qui étaient en face de gens de la production, où effectivement, les personnes de la production, elles sont arrivées en disant on ne comprend pas pourquoi vous embauchez autant, alors que c'est compliqué, on ne comprend pas ce qu'ils font, etc. Et en fait, ils se sont mis à se parler. Et de manière très simple, les ingénieurs, et je pense que c'est eux qui peuvent expliquer le mieux, ont expliqué leur métier, pourquoi c'était important, la safety, etc. Et les personnes de production, et voilà, que je côtoie aussi beaucoup, sont repartis en disant ça y est, en fait, on a compris. Si on nous l'avait expliqué comme ça un peu plus tôt, on aurait été moins récalcitrant sur le changement. Donc, ce qu'on essaye de faire, parce que ma réponse, c'est essayer d'expliquer. Parce que ce qu'ils ont beaucoup besoin, c'est de comprendre ce qui se passe. Ce qui demande beaucoup, ça va être un... Oui. Pour des gens opérationnels, sur les machines, ça ne change pas énormément. Ce qui demande, c'est vraiment être impliqué en amont de la construction des nouvelles machines pour nos nouveaux produits, pour se dire que de manière ergonomique et puis qu'on y mette enfin, comment dire, ils ont parfois l'impression qu'on dessine des choses où ils se demandent pourquoi pourquoi on l'a dessiné comme ça, parce que concrètement, dans leur quotidien, ça leur va pas, ça leur fait faire X pas d'aller-retour, c'est pas logique. Ils disent si on nous avait impliqué dans le process, on aurait pu vous aider et on aurait économisé. Enfin, voilà. Il y a tout le discours qui va avec et ils ont raison. Donc, en fait, ce qu'on fait, nous, suite à leur remontée, c'est de changer notre process et effectivement de les impliquer plus dans la partie industrialisation quand on conçoit les machines, les lignes de production, pour faire en sorte que ils puissent contribuer à se dire on a créé quelque chose qui soit aussi en termes d'ergonomie bien pour eux, en termes d'intelligence d'utilisation de la ligne bien pour eux aussi, tout en respectant bien évidemment les contraintes que l'on peut avoir. Et en fait, ça nous sert aussi d'avoir des ambassadeurs, j'ai envie de dire, qui voient en fait en amont les nouveaux produits, les nouvelles lignes, et qui vont après pouvoir porter aussi la parole auprès de leurs collègues en disant on a essayé, on a contribué à la ligne, et du coup, vous pouvez y aller un peu plus
sereinement. Mais leur principale, leur inquiétude, au-delà de comprendre l'environnement global, c'est de dire faites-nous des machines qui fonctionnent.